crois qu'on associe souvent le bonheur et la réussite à la possession de biens matériels, à la validation sociale et à la satisfaction de notre entourage et principalement de notre famille. Du moins, je pense qu'inconsciemment, c'est l'idée qu'on se fait de la réussite, même si souvent on rabâche et on rabâche que c'est pas le cas, ce n'est pas ce qui fait la réussite. Mais vu qu'on associe souvent ces choses-là à la réussite, le problème c'est qu'on peut vite être pris au piège. Justement, par ce besoin de possession matérielle et ce besoin de répondre aux attentes de notre entourage. Alors cette vidéo est pour toi si tu te reconnais à travers ça. Je vais te partager ma réflexion, mon expérience vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, welcome back. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais vraiment vous parler de la notion de détachement. Du détachement, non seulement matériel, on parle souvent de celui-là, mais j'aimerais inclure le détachement émotionnel et le détachement familial. Du coup, on va commencer par celui qui parle le plus en général, donc c'est le détachement matériel. Qu'est-ce que j'entends par détachement matériel? J'entends le fait, justement, et je pense que c'est assez clair, de ne pas être attaché à son matériel. Un habit, une maison, ça peut aussi être un lieu, même si je l'associerais un peu plus au détachement émotionnel pour ce qui est du lieu, donc un lieu où on a grandi, des choses comme ça, mais principalement matériel, donc tout ce qui est palpable, quoi, tout ce qu'on peut prendre dans nos mains, notre voiture, notre... peu importe, tout ce qui est du matos, quoi. Voilà, je peux pas faire plus clair. Eh bien, c'est se détacher de ces choses-là. Et encore une fois, je répète, ça va être quand même assez en lien avec le détachement émotionnel parce que souvent on s'attache à du matériel parce qu'on s'attache émotionnellement. Mais on y reviendra. Moi, il y a un truc que j'ai envie de vous partager qui rentre dans cette sphère-là. À l'époque, j'étais ce qu'on appelle une acheteuse compulsive. On est peut-être plusieurs dans ce cas, ou en tout cas, vous êtes plusieurs qui êtes dans ce cas comme moi j'étais à l'époque. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous donner un peu comment moi je trouvais que c'était compulsif. Il y a peut-être une définition, enfin bon, je vous donne ce que ça représentait pour moi, qu'à l'époque je ne conscientisais pas forcément. Typiquement, à l'époque, je travaillais dans une grande enseigne, je recevais mon salaire tous les 25 du mois. La première chose que je faisais, les moments où je recevais mon salaire, et à ce moment-là, financièrement, j'avais pas mal de soucis, mais la première chose que je faisais, par exemple, admettons que qu'il est 9 h du matin, je reçois la petite notification sur mon portable comme quoi je viens de recevoir mon salaire sur mon compte bancaire. À la pause de midi, la première chose que je faisais, c'est vite fait manger un sandwich et je partais dans tous les magasins du coin à côté du lieu où je travaillais pour dépenser et acheter. Beaucoup, trop. Ça m'est déjà arrivé en une pause de midi de dépenser 300 balles dans des habits, des chaussures, des sacs, des accessoires, parfois un petit peu de déco, des trucs comme ça. Non seulement le problème, c'est que ça devait pas être ma priorité financièrement, puisque j'avais des problèmes financiers à cette époque. Et surtout, en fait, quand je faisais ça, ça allait combler quelque chose chez moi. C'est pour ça que je dis compulsif, parce que ça fait du bien d'acheter ça, je me sens bien. Ça comble quelque chose, un vide en moi, quelque chose que je n'avais pas à cette époque. Et le fait d'acheter des trucs sans même vraiment me dire « Ah, ça me fait plaisir » ou « Ça, j'en ai besoin », eh bien, c'est ce que j'appelais pour moi de l'achat compulsif. Et ça, c'était régulier. Et ça, je le faisais toujours, toujours quand je recevais mon salaire pour être sûre de pouvoir dépenser un maximum dans du matos, dans du matériel. Et ensuite, on verra, je paye mes factures comme je peux. Ce qui est absolument pas intelligent, on est d'accord. Ça a duré quand même pas mal d'années jusqu'à un moment où j'ai juste pas pu aller plus loin. Je vais pas rentrer dans les détails. Financièrement, c'était devenu catastrophique. Donc j'achetais quasiment plus rien parce que je n'avais pas le choix. Mais j'en avais envie. J'avais toujours cette envie de dépenser beaucoup pour moi, chez moi principalement, c'était, quand je parle de matériel, c'était les habits. Et c'était pas des choses essentielles. Les années ont passé, j'ai pas trop pu le faire pour les raisons que je vous ai citées. Mais est arrivé un jour où, avec Mike, donc mon copain, on a décidé de laisser notre appart derrière nous et de partir avec pour seule maison un sac à dos de 40 litres. Et donc là, pour moi, ça a été le début du minimalisme.
Bah, j'avais pas le choix en fait. J'ai pas eu le choix de me lancer dans le minimalisme et de découvrir euh, cet état d'esprit, cette manière de vivre, parce que simplement je devais tout faire rentrer dans un petit sac de 40 litres en comptant les chaussures, mon ordinateur, bref, toute ma vie quoi finalement. Et donc, un peu malgré moi, c'était pas une conviction de vie, j'ai dû expérimenter le minimalisme. J'ai dû me lancer dans un tri et pendant qu'on voyageait, j'avais quelques t-shirts de rechange, quelques pantalons, quelques shorts, vraiment le strict minimum. Et voilà, tu fais des lessives et tu remets plusieurs fois les mêmes habits. Il y a un truc que je me suis rendu compte pendant ces voyages, pendant qu'on faisait ça, c'est que finalement, je manquais jamais de rien. Et vous savez, il y a souvent ce truc de, on se retrouve devant sa gigantesque armoire, remplie d'habits, on cherche, on cherche, on cherche, et on se dit, je sais pas quoi mettre. J'ai rien à mettre. Alors que souvent, on a justement trop de choix, on sait plus quoi mettre, et la plupart du temps, les habits qu'on met, c'est toujours les mêmes. Et quand on fait ce choix de minimalisme, bon, même si là c'était pas vraiment un choix mais une nécessité, on se rend compte en fait que c'est largement suffisant. Et ça m'a permis aussi de me détacher de ce truc de dire j'ai besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et pendant qu'on voyageait, justement, souvent quand je devais acheter un nouveau truc, un nouvel habit, un nouveau haut, un nouveau bas, peu importe, ou simplement qu'il y avait un truc vraiment sur lequel j'avais flashé et que j'avais envie, eh bien, il fallait que je me sépare d'un autre. Donc, soit je le donne plus loin, etc. Enfin bref. J'avais pas le choix, en fait, pour garder de la place dans mon sac et ne pas me retrouver encombrée. Et en fait, ça m'a aidé énormément à me détacher de ce côté, à expérimenter le minimalisme, en tout cas de ce côté-là. Euh, je dirais pas qu'aujourd'hui, j'en fais une philosophie de vie, mais je fais quand même plus attention. J'ai à nouveau un peu plus d'habits vu que maintenant on est installé, qu'on vit à Bali, mais ma garde-robe reste quand même super minime et j'essaie quand même de faire attention quand j'ai des achats à faire, c'est parce que vraiment j'ai besoin de ces affaires-là. Mais je trouve qu'expérimenter ce minimalisme m'a aidé sur ce côté-là. Parce qu'en même temps, j'ai fait aussi le travail de comprendre d'où ça venait tout ça. Ça a été un tout évidemment. Pour ce qui est du reste, j'avoue ne jamais avoir trop eu d'attachement matériel. Ou comme je disais tout à l'heure, d'attachement des lieux, j'ai toujours eu de la facilité à quitter les lieux dans lesquels j'ai vécu, les villes dans lesquelles j'ai vécu, même là où j'ai grandi, c'est vraiment pas un problème pour moi, ça n'a jamais été un problème. Et je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire parce que, je sais pas, peut-être que ces lieux-là ne m'avaient pas marqué, peut-être en positif. Si je replonge dedans, c'était pas forcément toujours des endroits où j'ai vécu des expériences toujours hyper positives ou vraiment, voilà, magnifiques et tout ça. Maintenant, je ne saurais pas vous dire, vu qu'ici, je suis en train de créer des souvenirs, des amitiés, des belles choses ici à Bali. Peut-être qu'émotionnellement, j'y serais un peu plus attachée. Mais j'arrive très facilement à switcher parce que pour moi, ça s'arrête pas là. Et parce qu'en fait, j'ai appris, j'arrive beaucoup plus maintenant à me détacher aussi émotionnellement. Parce que comme je le disais avant, souvent quand on est attaché à du matériel ou attaché à un lieu, c'est sentimental. Euh, Combien de personnes ont peut-être des doudous, attention, je ne vais pas porter de jugement, mais qui ont des doudous qui datent de l'enfance et qui refusent absolument, même s'ils sont dans un état catastrophique, d'un jour s'en débarrasser, quoi. Ou un bracelet, un truc, quelque chose auquel on attache une émotion. Et là où je trouve que c'est à prendre avec des énormes guillemets dangereux, c'est qu'une fois qu'on est attaché émotionnellement, le jour où on perd cet objet, ou quelqu'un nous casse un truc, ou on va prendre un cas assez grave, mais il y a un lieu auquel tu es attaché émotionnellement brûle, tu auras de la peine à t'en remettre, tu t'en remettras quasiment jamais. Je dis pas qu'il faut être insensible, absolument pas. Loin de là. Faut parler d'une personne qui ressent les émotions très fort, donc non. Par contre, se détacher, oui. Parce que je pense que ça peut devenir malsain d'avoir un attachement émotionnel à des choses inanimées. Euh, je peux comprendre qu'on ait des souvenirs, mais je pense justement qu'il faut en garder le meilleur. Évidemment que moi, quand j'avais dû faire du tri, il y avait des trucs, je me disais, ah, mais ça, je l'ai reçu de quelqu'un.
Mais je le mets jamais, mais bon, je l'ai reçu, donc je vais le garder parce que c'est un cadeau. Bah non, en fait. Donc voilà. Euh, valeur sentimentale envers un objet ou envers un lieu, tout ça, ça incomble ça, mon passé d'acheteuse compulsive. Je sais pas si on peut vraiment le mettre là-dedans, mais ce qu'il en soit, c'est qu'il y avait une attache émotionnelle, en tout cas, à l'achat de matériel, et qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, j'espère que déjà cette première partie est assez claire. Je m'embrouille peut-être un petit peu, comme toujours, je dis pas la science infuse, donc peut-être qu'il y a des choses que je dirais que dans 5 ans, ou 2 ans, ou 3 mois, je ne penserai plus. Et en tout cas, j'essaie vraiment de vous partager plutôt ma propre expérience. Donc pour continuer sur le deuxième point, qui est le détachement émotionnel, qui rejoint, comme je vous ai dit, l'attachement émotionnel au matériel. Et c'est là qu'on va rentrer un peu plus en détail dans le vif du sujet de ce que je vous disais avant, quand je disais ça veut pas dire ne pas ressentir d'émotion. Quand je parle de détachement émotionnel, c'est pas dire moi je ressens rien, moi j'ai pas d'émotion, moi je suis dur. Je parle plutôt de reconnaître ces émotions, c'est-à-dire cette émotion est là, de la tristesse, de la joie, de la peur. Je la reconnais et je l'accepte parce elle est là. Donc, vouloir absolument la balayer, ça fera pas sens parce qu'un jour elle ressortira d'une manière ou une autre et de toute manière elle est là. Donc, je la reconnais, je l'accepte. Mais je m'y attache pas. Et donc, quand je m'attache pas à cette émotion, ça me permet de pas attacher d'émotion aux choses autour de moi. Et je mets vraiment l'accent sur le fait de se détacher émotionnellement, ça n'a rien à voir avec ne pas ressentir. Parce que vous pensez ne pas le ressentir, en surface en tout cas, mais c'est pas parce que vous les montrez pas, que vous les exprimez pas, qu'elles n'existent pas. Et pour faire la nuance aussi, parce que souvent, voilà, il y aura souvent deux extrêmes, c'est soit je ressens pas les émotions, je suis pas faible, bref, je laisse ça de côté, et l'autre partie qui va dire il faut absolument exprimer ses émotions. Je suis pas sûre qu'on est toujours obligé de les exprimer dans le sens où quand on ressent une émotion vive, là, sur le moment, que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers soi-même, et en général, les émotions ne font pas toujours agir de la meilleure des manières. Je dis pas qu'il faut jamais. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre des décisions un peu émotionnelles. J'ai appris à apprivoiser ça pour justement éviter d'agir émotionnellement sous le coup de l'émotion, que ce soit pour prendre des décisions importantes ou alors, voilà, je viens de m'engueuler avec mon copain, je ressens des émotions fortes, bah, j'ai deux options. Ou je me dis, avec mon copain ou avec quelqu'un d'autre, hein, ou je me dis, là je prends du recul, ça sert à rien, je ressens des émotions, oui, mais en fait je vais dire des choses qui je vais probablement regretter. Parce que souvent dans ce deuxième extrême, on dit faut exprimer ses émotions, j'ai l'impression que pour certains, c'est juste une excuse. C'est une excuse pour se mettre en colère. Je dis pas qu'il faut pas, encore une fois. Je veux vraiment pas que mes propos soient interprétés en mode il faut être pisse, nanani, nanana. Non, des fois, et je le dis toujours, c'est important de partager ce qu'on ressent, de s'exprimer envers l'autre personne, mais sur le coup de l'émotion, des fois, en fait, je pourrais pas vous le ressortir exactement, je l'ai lu dans un livre, qui était très intéressant, mais c'était que souvent, on a peut-être déjà de la colère en nous. Et la personne en face va faire quelque chose qui fait remonter aussi cette colère, peut-être une colère qui est tassée aussi depuis longtemps, et on va utiliser ce que la personne a fait pour justifier la colère qu'on va exprimer, peut-être pas de la bonne manière, peut-être de manière même, voire injustifiée. Et c'est surtout ça que je veux dire par là. Pour certains, ça va juste être une excuse. C'est-à-dire pour se mettre en colère, pour... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Même pour être triste. Et je sais que d'entendre ça, ça peut faire bizarre et on peut se dire, c'est peut-être même confus de la façon dont je vous explique. Mais attends, Mel, qu'est-ce que t'es en train de me dire? En fait, je dois pas exprimer mes émotions, je dois pas les ressentir. Qu'est-ce que je dois faire? Globalement, la reconnaître, l'accepter, la laisser vivre en vous, oui, mais il n'y a pas toujours besoin de l'exprimer, surtout envers les autres, surtout sur le moment. Attention, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super-humains, parfois on craque, et ça peut arriver, et c'est pas grave, en soi. Des fois, il faut que ça sorte. Donc, en gros, le détachement émotionnel, c'est
La capacité à reconnaître et à accepter ces émotions, les émotions qu'on ressent, sans s'y attacher et sans les laisser nous définir. Je vous donne un exemple concret sur les expériences passées. On va vivre une expérience passée, que ce soit une expérience traumatisante qu'on a vécue à n'importe quel niveau, que ce soit quelque chose qu'on a fait, qui n'a pas été exceptionnel peut-être. Des expériences comme ça, on va dire j'ai été ci, j'ai été ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu une expérience forte émotionnellement, dans notre passé par exemple, peut-être ce sera plus parlant. Et en fait, on va s'attacher et se définir par cet événement. Ok, bon, je vais essayer de donner un exemple. Admettons que j'ai travaillé dans une entreprise et que j'ai subi du harcèlement harcèlement moral, voilà, par, euh, par un chef pendant plusieurs mois. Et que ça développe un certain traumatisme chez moi, peut-être un manque de confiance, un truc comme ça. Bah souvent, ce qu'on aura tendance à faire, et je vous parle en termes d'expérience, parce que je l'ai fait aussi, dans d'autres circonstances, d'autres expériences, à se définir par l'événement qu'on a vécu. J'ai été une personne harcelée. Et souvent, c'est pour ça que j'aime, pour se détacher, dire j'ai subi du harcèlement. Je suis pas une personne harcelée, je reste pas une victime. Dans le sens où je me définis pas en tant que telle. Et souvent, bah, de se définir par ses expériences passées, par ses émotions, et tout ça, c'est quelque chose qui peut nous empêcher, ou peut-être nous bloquer, entre guillemets, à un moment dans notre vie. Et c'est ok, enfin, je veux dire, ça fait partie du processus pour tout le monde, hein, on passe tous par là. Et qu'à un moment donné, tout d'un coup, bah, peut-être qu'on arrive à switcher, à comprendre et à ne plus se définir par ses émotions, par ses expériences passées. Dans tous les cas, voilà un peu en gros là où je voulais en venir avec le détachement émotionnel. Tout ça ne veut pas dire réprimer ou ne pas ressentir ses émotions, mais les observer sans jugement et les laisser vivre en nous pour qu'elles puissent s'exprimer de cette manière-là en tout cas, et qu'on puisse justement aller de l'avant, sans qu'on les laisse nous définir. Pour le dernier point, c'est justement celui qui m'intéresse le plus, celui sur lequel je suis encore en train d'apprendre. Enfin, j'apprends encore sur tout, mais disons que ça c'est le dernier point sur lequel je suis vraiment en train de travailler en termes de détachement. C'est-à-dire que j'ai encore pas mal de difficultés sur certains points, c'est le détachement familial. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vais simplement vous donner mon exemple. Donc, un jour, j'ai décidé que je quittais la Suisse, la France, les deux endroits où j'ai vécu, mais principalement la Suisse, pour partir en sac à dos, sans trop savoir où. Voilà, et là je me retrouve en fait à l'autre bout du monde pour, pour ma famille. Là où je veux en venir, c'est que au niveau du détachement familial, c'est qu'il y a très souvent eu une voix en moi qui me disait: ce que tu fais, c'est égoïste. C'est égoïste de partir à l'autre bout du monde et de pas voir ta famille souvent, parce que bah, eux sont restés là-bas et euh, toi, tu pars à des milliers de kilomètres, et donc c'est égoïste, parce qu'eux peuvent pas te voir. Potentiellement, tu loupes des événements, et c'est le cas, j'ai loupé plusieurs événements. Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une part d'égoïsme, mais en même temps, il y a un truc où j'ai appris aussi, c'est que même si j'aime ma famille de tout mon cœur, je ne peux pas et je ne veux pas faire ma vie en fonction d'eux. J'ai mon chemin, j'ai ma voie, j'ai ma vie, et eux ont la leur aussi. Et moi, mon choix de vie a été ça, a été de partir voyager et de vivre aujourd'hui à des milliers de kilomètres, certes, de revenir de temps en temps quand je peux. Mais il y a eu beaucoup de fois où j'ai culpabilisé, où je me suis dit il faut absolument que j'y retourne toutes les années. Et alors qu'évidemment, je ne peux pas imposer aux gens de ma famille de venir ici, parce que, en quelque sorte, oui, c'est moi qui a décidé de quitter là où on a tous grandi, en quelque sorte, là où j'ai été éduquée, etc. Là où la majeure partie de ma famille vit d'ailleurs. Et d'un autre côté, parce qu'aussi, je pense, pour que ce soit les parents, les grands-parents, c'est des choix difficiles peut-être à accepter. Et donc potentiellement, ils peuvent avoir des attentes. Parce que peut-être un parent va se dire, mais... Et d'ailleurs,
c'était difficile ce que je vais dire à entendre, que tu sois parent ou pas. Mais souvent, ils peuvent avoir des attentes envers nous. Souvent, j'ai pu entendre, je dis pas forcément pour moi, hein, mais des parents qui vont dire mais quand même, tu me dois ça, je t'ai mis au monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est d'autant plus égoïste de dire ça à son enfant. Et en même temps, je pense qu'il y a de la peur aussi d'un parent, d'avoir son enfant qui parte aussi loin, même quand il quitte la maison, qui prend son envol et peut-être qu'il te voit moins souvent. Ça veut pas dire que t'es pas obligé, ça veut pas dire qu'il faut jamais donner de nouvelles, évidemment. Mais il peut y avoir de l'appréhension. Ils veulent la plupart du temps le meilleur pour nous. Ils veulent qu'on soit heureux. Et justement, si ce que vous faites, même si c'est pas dans leurs attentes, qui vous voient heureux, qui vous voient faire votre vie l'un dans l'autre, avec l'amour qu'ils vous portent, ils pourront ressentir que de la joie et du bonheur pour vous. Et, euh, et c'est là où je veux en venir. C'est que, évidemment, que c'est grandement possible que notre entourage ait des attentes envers nous, mais ce n'est pas de votre responsabilité ni de votre devoir de répondre à ces attentes. Comme eux n'ont pas à répondre à vos attentes. Évidemment, c'est souvent, eux veulent le meilleur pour nous, comme je le disais. Et juste parfois, leur conception du meilleur pour nous, c'est simplement pas la nôtre. Et c'est là où des fois, ça peut créer un peu de décalage, une sorte de petit fossé. Et donc, se détacher de ces attentes, ça veut pas non plus dire rompre les liens. Mais en fait, c'est simplement trouver son propre chemin, comme je vous ai dit. On a chacun notre chemin, ils ont leur chemin, on a notre chemin. Et faire ses propres choix. C'est tout. Et comme je vous ai dit, c'est que au début, et maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai souvent eu beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, de crainte sur ce que ma famille pouvait penser, et de dire, mon Dieu, mais je suis une énorme égoïste, qu'est-ce que je fais Mais en fait, je suis pas responsable de ce qu'ils vont ressentir envers moi, des attentes qu'ils ont envers moi. En réalité, comme je l'ai dit avant, c'est que je suis certaine, et pour sûr, je suis presque sûre, et même pour certains, je le sais, évidemment qu'on se manque mutuellement. Si tu fais ta propre vie et que t'es heureux, c'est la meilleure chose pour eux. Mais ça peut être un... Pas forcément quand tu pars à l'autre bout du monde. Là, je vous donne mon exemple concret parce que moi, c'est ça qui me marque. C'est ça qui m'a marqué. C'est là-dessus que j'ai eu l'envie et le besoin de faire ce travail de détachement. Détachement des attentes, de répondre aux attentes de mon entourage, de ma famille. Et pour vous, ça peut être sur plein d'autres trucs, hein. Ça peut être sur le choix de votre partenaire, ça peut être sur le choix de votre carrière, ça peut être sur le choix de... Enfin, à peu près tout. J'ai souvent un problème qui revient, voilà. Je voulais faire plaisir à mes parents, donc j'ai fait ça. Mais en fait, moi, ça me fait pas plaisir. Et c'est là qu'il y a un conflit. Et ouais, dans ce dernier point, je parle beaucoup de se détacher des attentes, et c'est quelque chose d'essentiel. De se détacher des attentes qu'ont les autres de nous, et de nous-mêmes, ne pas avoir d'attentes. Alors attention, je veux pas être en mode donneuse de leçons parce que ça m'arrive très souvent d'avoir des attentes sur quelque chose et au final de finir déçue parce que ça n'a pas correspondu, ça n'a pas répondu à mes attentes. Mais ça c'est un peu comme pour les émotions. Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet qui je trouve moi passionnant et primordial, important. Mais là, voilà, vous avez plein de petites bribes de choses qui peuvent déjà vous ouvrir peut-être un peu plus sur ce sujet-là. Peut-être vous aider à être un peu plus serein, sereine au quotidien grâce à ce détachement matériel, émotionnel et familial. Et tout ça, vous l'avez compris. Moi, je dirais que c'est le gros du gros. Cette vidéo, elle parle surtout de détachement émotionnel parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à peu près tout ça vient s'imbriquer. Que tous ces trucs-là, en fait, c'est lié à nos émotions. Attachement émotionnel aux objets, attachement émotionnel à l'attente de nos familles, attachement émotionnel tout court de nos émotions, de nos propres émotions, de nos expériences passées, etc., etc. Je pense que globalement, si je devais conclure, c'est juste de rappeler que se détacher, voilà, émotionnellement, si je vais faire un résumé, ça permet sincèrement d'être beaucoup plus libre intérieurement et beaucoup plus libre dans sa vie au final. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être inspiré, aidé. Il y a plein de choses que j'apprends encore à mettre en pratique. Il y a plein de choses qui sont encore loin d'être parfaites. Il y a des fois je régresse, des fois c'est mieux. En tout cas, les choses que j'arrive à intégrer, que j'ai intégrées, je sais le bien fou que ça fait, ce détachement-là. Alors là, ma vidéo, elle n'est pas en mode devenez minimaliste. C'est pas le message, hein, évidemment, je parle surtout d'émotions. Je sais pas vous, de votre côté, si c'est quelque chose que vous expérimentez et comment vous êtes vis-à-vis des émotions, vis-à-vis des attentes envers votre famille. Est-ce que c'est de la pression aussi que vous pouvez ressentir? N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me le partager en commentaire. Vous savez que comme d'habitude, je lis tout. Grand plaisir à vous lire, comme d'hab. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit like, à vous abonner si vous kiffez, si vous êtes bien ici. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne, sans vous donner de date. Prenez soin de vous et à bientôt.